Top FM 88.6. Un invité, une histoire. Top Focus avec Christian Vidal sur Top FM. Et on est ensemble pendant 2 heures, c'est Top Focus sur 88.6. On vous souhaite la bienvenue et tout de suite, sans perdre de temps, pendant ces 2 heures, nous retrouvons notre invitée, Sandra Guyader, sexologue et conseillère conjugale. Bonjour Sandra. Bonjour. En forme? Oui. Vous n'avez pas de Galaxy 7, Note 7 là? Non, parce que je vois des Samsung sur la table, ça va pas exploser. À tout de suite, notre invitée principale, Sandra. Nous allons parler de sexe ce matin. Oui. Mais alors, vaste sujet. Un vaste sujet. Mais d'abord, la question que l'on pose à tout le monde, mais qui est Sandra Guyader? Tout le monde se pose la question. Eh oui. Donc, je suis Sandra Guyader. Donc, je travaille comme conseillère conjugale et familiale, sexologue formée en sexologie. Ouais. Donc, je tiens à ces 2 casquettes. Donc, voilà, je suis sur Toulon depuis 2 ans. Et au départ, je suis née à Draguignan. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie sur Vidauban. D'accord, donc vous êtes du Haut-Var, on va dire. Du hein. Haut-Var. Vous êtes venu à la ville après. Hein. Exactement. Alors, comment devient-on sexologue et conseillère conjugale? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, il y a des organismes agréés pour former des conseillers conjugaux et familiaux. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le planning familial il y a de ça plus de 10 ans maintenant. Et donc, le planning est habilité à former des conseillers conjugaux et familiaux. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai eu vent qu'il y avait un diplôme universitaire de sexologie. Donc, j'ai trouvé que c'était une opportunité formidable et c'est deux formations totalement complémentaires. Donc, une plutôt psychosociale pour conseiller conjugal et la sexologie est un abord plus médical. Et du coup, c'était totalement complémentaire. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a le côté psychologie, mais il y a aussi le côté médical qui est important. Hein. Exactement. Donc, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas prescrire ni ausculter. Vous ne pouvez pas faire d'ordonnance. Non, pas du tout. Et c'est un travail justement très pluridisciplinaire avec les autres médecins. Tout ce qui est pilule, tout ça, c'est pas vous qui les décernez. Hein. Non, mais par contre, on accompagne. Il faut absolument pouvoir parler avant de prescrire une pilule contraceptive ou un traitement pour l'érection, par exemple. Il faut absolument qu'il y ait un entretien avant. Et là, c'est le travail vraiment de la conseillère conjugale sexologue. Donc, dans l'émission, on va pas faire de tabou. Non, pas du tout. Alors, on a quelques questions déjà sur la page. Hein. Les auditeurs peuvent aller sur la page Top Focus. Hein. Vous allez sur Facebook, Top Focus, sur mon profil également. Donc, on a quelques questions qu'on vous posera tout à l'heure, Sandra. Hein. Quelques questions brûlantes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que donc on va répéter, vous exercez à Toulon. On peut donner l'adresse de votre cabinet. Donc, c'est 915 avenue de la Victoire du 8 mai 45. Donc, c'est au-dessus du parc des Lys. Ouais. Donc, juste à côté d'une petite pharmacie. C'est très facile à trouver, très facile pour se garer. Et voilà. Et je suis là et j'accueille toutes les personnes seules ou en couple pour toutes les difficultés affectives, relationnelles et sexuelles. Alors, on va juste préciser, vous avez une page Facebook. Oui. Donc, on tape Sandra Guyader. Hein. Exactement. Voilà. Hein. Et un site internet aussi. Et un site internet, Savoir Santé Sexualité. Savoir Santé Sexualité. Exactement. Et là, donc, on voit un petit peu l'aperçu de votre travail, quoi. Oui, j'ai voulu surtout que ça soit pas simplement une carte de visite, mais qu'il y ait de réelles informations scientifiques validées pour que les personnes puissent déjà avoir des informations qui puissent les aider à répondre à leurs questions déjà. Alors, est-ce que c'est un métier de mode? Est-ce que ça a pris depuis quelques années ou alors c'est la France qui est un petit peu réfractaire à ce genre de consultation? La France est très très en retard par rapport au Canada, aux pays anglo-saxons en général. Ouais. Le conseil conjugal, par contre, lui en France, a toujours existé puisqu'il existe depuis les années 30, donc c'est très très ancien. Mais pour autant, ça n'est pas encore une réalité ni à l'hôpital, ça n'est pas encore une réalité en éducation à la sexualité. On est quand même en retard sur toutes ces questions-là, alors que l'on sait pertinemment les besoins vraiment de répondre à ces questions-là, des difficultés affectives et sexuelles, et de répondre aussi il y a le nombre d'infections sexuellement transmissibles qui continuent à exploser, des grossesses non désirées, etc., des difficultés de couple, des conjugopathies, des violences, puisque au-delà de la question de la sexualité et de la vie affective, c'est aussi le dépistage des violences, des viols, etc. Donc les chiffres, ils sont quand même accablants, et pour autant, on n'a pas toutes encore la pleine mesure. On met pas les moyens pour pouvoir questionner toutes
toutes ces problématiques. Alors, de façon générale, j'ai envie de vous demander qui vient vous consulter? Plus d'hommes, de femmes, de couples? Alors, je suis très heureuse parce que lorsque j'étais au planning, bien évidemment, de longues années, on recevait principalement des femmes puisque nous accompagnons à l'avortement et à la contraception. Il y avait quelques hommes aussi, mais majoritairement, c'était des femmes. Et là, je suis vraiment très, très heureuse depuis que je suis en libéral parce que c'est des couples, parce que c'est autant hommes que femmes et des hommes viennent aussi consulter seuls. Et ça, je trouve que c'est une très, très grande richesse de mon métier. Alors donc, la question c'est un petit peu, je veux dire, les hommes, les femmes, les couples qui viennent vous consulter. Oui. Alors pour le cas le plus fréquent, on vous demande quoi? Alors on vient vous voir pourquoi? Je vais vous décevoir. Ah Mais mince. la première demande, c'est l'absence de désir. D'accord. Voilà, hommes, femmes confondus. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était l'absence d'orgasme qui faisait que les gens venaient consulter parce que ça les inquiétait beaucoup. Et depuis quelques années, on est vraiment sur des difficultés d'absence de désir où ce désir, on peut pas le provoquer. Donc comment faire? Ça impacte toute la vie. Il faut savoir que quand ça se passe pas bien au niveau sexuel, évidemment la relation s'en ressent, mais j'allais dire aussi la vie socio-professionnelle, le rapport qu'on a à sa famille, etc. Donc c'est pas cosmétique, j'aime bien rappeler que ce ne sont pas des soins cosmétiques, c'est des soins pour la vie. D'accord. Donc les questions qu'on a eues, bon, on va en prendre une là pour y répondre. On va attaquer un peu les hommes au début, après on parle des femmes. On nous demande est-ce que sur Top FM, dans Top Focus, on peut parler d'éjaculation précoce? Est-ce tabou? Voilà, c'était un peu la question que j'ai eue sur la page Facebook. Alors, est-ce tabou? Pour moi, non. D'accord. Bien évidemment. Non, moi, je pense qu'au contraire, ce sont des questions. La personne qui souffre de ça, elle en souffre réellement, et je pense que elle n'attend qu'une seule chose, c'est que justement on en parle et qu'on dise que surtout cette personne n'est pas seule, qu'elle peut consulter, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette difficulté et que surtout des solutions existent. C'est quoi l'éjaculation précoce? Précisément, il y a une durée, il y a un nombre de secondes. À partir de quand on est éjaculateur précoce? Alors oui, évidemment, ça a été. On sait ce qu'est l'éjaculation précoce. Il y a même des hommes qui ne peuvent pas arriver jusqu'à la pénétration, c'est-à-dire qui éjaculent même anteporta, c'est-à-dire avant cette pénétration. Donc évidemment, c'est trop court. C'est évidemment trop court, mais ensuite. C'est le cas de le dire, oui, c'est trop court. C'est trop court, mais la difficulté, c'est comment la personne s'en ressent, puisqu'il y a des personnes qui viennent consulter pour éjaculation précoce, et au fur et à mesure, quand on discute avec elles, on se rend compte que non, elle se pense éjaculateur précoce par rapport à d'autres modèles. Et ça va être notre travail aussi, parce que malheureusement, la pornographie, malheureusement, la pression qu'on peut ressentir sur sa sexualité va faire qu'on va se sentir pas bien et pathologique, alors que parfois on n'a pas de difficulté. Ce que vous dites, c'est que les hommes, vous parlez de pornographie, s'identifient aux acteurs, c'est-à-dire que ils font l'acte sexuel pendant 20 minutes de façon intense et ils bougent pas. Est-ce que c'est ça qui leur dit qu'ils sont précoces? Pas tous, mais certains qui n'ont eu que cette éducation sexuelle-là, ça peut en effet changer leur vision. Et là, on va tomber dans des stéréotypes qui font que de toute façon, c'est invivable. Mais ça, si on peut en parler, ça va. C'est psychique d'abord, c'est principalement psychique. Alors là aussi, malheureusement, il n'y a pas de réponse formelle. Si toutes les difficultés sexuelles sont multifactorielles, on va partir d'abord du corps, puisqu'on sait que telle pathologie va entraîner telle difficulté, on sait que tel traitement peut entraîner telle difficulté sexuelle. Donc c'est largement multifactoriel. On ne peut pas apporter une réponse comme ça toute faite. Et donc du coup, l'entretien est absolument prépondérant. Alors on entend toujours parler d'éjaculateurs précoces, mais est-ce qu'il y a des femmes précoces? Des femmes qui tout de suite partent à l'orgasme à peine on les a touchées, donc du coup celle-là, c'est merveilleux. Pas de soucis. Elles ont pas de soucis, celles-là. Bon d'accord. Oui, mais des fois ça peut on n'a pas le temps de faire les préliminaires, que c'est déjà parti. Voilà. Mais alors toujours pareil, il n'y a dysfonction sexuelle que lorsque la personne se plaint, lorsqu'elle est en souffrance. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de normalité. Si la personne ne souffre pas, elle assume sa sexualité, peu importe laquelle, même pas de sexualité. Mais nous, on intervient, on se propose d'intervenir lorsqu'il y a souffrance. Est-ce une maladie donc, du coup, l'éjaculation précoce, enfin une maladie ou un dysfonctionnement, c'est ce que vous avez dit? Non, maladie, non. Non, pas maladie. Ça peut être avoir eu des difficultés dans son entrée dans la sexualité, avoir acquis des gestes ou des comportements qui font, ou des blocages, ou des situations de stress qui ont fait que ça s'est installé. Mais justement, ça, on peut le désinstaller. D'accord. Donc ça, c'est par des consultations, etc. Oui. Est-ce actuel, ça, ou ça a toujours été
Toujours pareil, la société à l'heure actuelle veut que le rapport sexuel soit récréatif, qu'il apporte du plaisir et qu'il dure longtemps. Ouais. À une certaine époque, au XVIIIe siècle, il était de bon ton qu'un homme éjacule vite. On lui demandait juste d'éjaculer à l'intérieur pour qu'il puisse se reproduire. D'accord. C'était le code. Sauf que maintenant, on est dans une sexualité récréative qui doit durer. Donc évidemment, ce qui n'était pas pathologique à l'époque, l'est peut-être à l'heure actuelle. Mais encore une fois, c'est répondre à la souffrance de la personne et pas du tout de la mettre dans une bonne façon de faire qui serait mondiale, générale, pas du tout. Il faut que la personne aille vers ce qu'elle ressent pour elle-même, mais lorsqu'encore une fois ça fait souffrance, oui, il faut consulter parce qu'il y a des solutions. Alors, on va terminer sur la question qui nous a été posée tout à l'heure sur la page. Donc, on parlait d'éjaculateurs précoces. Moi, j'aurais juste envie de clôturer. C'est quand même assez difficile pour un homme de venir vous voir, quoi, d'avouer qu'il est précoce. Vous ressentez une certaine gêne pour vos patients ? Justement, je vous remercie ce matin de me donner l'opportunité de leur dire de surtout pas rester isolés avec quelque dysfonction que ce soit. Le pire, c'est de ne pas bouger. Le pire, c'est de rester vraiment dans un état de sidération et de s'enfoncer dans sa problématique. Donc venez consulter, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul, surtout face à cette problématique. Il y a des solutions. Et voilà, et on en parle de façon vraiment dans le non-jugement, dans la bienveillance. C'est vraiment, moi je prends énormément de temps. Il faut savoir que mes consultations durent minimum 1h15. Donc on prend vraiment le temps. C'est un lieu de parole où on peut enfin être soi. Je m'adapte totalement à la personne. Je reprends ses termes. On est dans une position qu'on va dire basse. Je ne suis pas experte, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas du tout cette attitude d'expertise là. Je vais me mettre vraiment à la portée de la personne. Alors, l'enchaînement est tout trouvé. L'importance de la sexualité dans la vie, est-ce si important que ça ? On a le droit de... Vous pouvez répondre, les invités. Moi, je pense que oui. Oui, Carole pense que oui. Yves, vous pensez oui, aussi. Et toi, Eric ? Mais c'est primordial. C'est primordial, oui. Et les auditeurs, vous pouvez nous le dire. C'est important. Alors, on pense, puis la littérature vous donne raison, on pense évidemment que la sexualité qui fonctionne bien, qui soit épanouie, c'est un gage de bonheur dans la vie. Ça, on le retrouve vraiment partout. Et pour être intervenu sur le terrain pour l'éducation à la sexualité auprès de groupes jeunes ou adultes, on se rend compte en fait qu'il y a encore beaucoup de difficultés, c'est-à-dire beaucoup de viols dans les récits des personnes, beaucoup de sexualité subie, beaucoup de prise de risque. Excuse-moi Sandra, une femme mariée ou en couple, pour vous, elle peut être violée entre guillemets. Si elle n'a pas envie, si elle n'a plus envie, pour vous c'est un viol. Pour moi non, il suffit de reprendre la définition de ce qu'est un viol. Ouais. Voilà, ça c'est très clair. À partir du moment où je n'ai pas donné mon consentement, si la personne passe outre mon consentement d'une manière ou d'une autre, on est face à un cas de viol. Et c'est pas si rare que ça. Nous on rencontrait vraiment des personnes qui l'avaient subi. Et là, il faut regarder vraiment les chiffres. Non, si je vous pose la question, c'est parce que c'est un peu d'actualité. Ça arrive dans les couples d'ailleurs. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut il faut en parler, il faut le dénoncer et il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans cette histoire-là. Oui, bien sûr. Alors donc la santé sexuelle, donc la sexualité dans la vie, la santé sexuelle, c'est qu'est-ce que vous en pensez quoi ? C'est une définition quelle est la définition ? Oui. Alors là, je vous renvoie à la définition qui est très claire de l'Organisation mondiale de la santé, qui va bien au-delà de l'aspect physique. On sait pertinemment que non seulement ça touche le corps, mais ça va être aussi si je suis dans un bon environnement, si socialement ça se passe bien, si tout est mis en route pour que mes droits sexuels soient respectés, ne serait-ce qu'auprès d'un pays, tout ça va concourir au fait que je vais me sentir bien et que je vais me sentir libre dans ma peau et libre aussi dans ma sexualité. Donc je rappelle aussi que sur le terrain, sur toutes ces questions-là, il y a aussi encore beaucoup d'homophobie. Il y a encore beaucoup de questions comme ça très prégnantes qui font que si je suis homosexuelle et que je me sens rejetée, je vais avoir du mal aussi à vivre de façon épanouie. Que ce soit ma sexualité ou ma relation à l'autre. Oui, exactement. Donc, une importance quand même sur la vie quotidienne, qui peut avoir des retombées sur sa carrière professionnelle, parce qu'on se sent pas bien dans sa peau, du coup. Complètement. C'est-à-dire, en fait, c'est une boucle vertueuse ou une boucle vicieuse. C'est-à-dire que si je vais mal, bien évidemment, ça va se ressentir au sein de ma famille, ça va se ressentir dans mon métier, mais il faut savoir aussi que ça va se ressentir sur mes traitements. C'est-à-dire que si je suis malade, je vais avoir tendance à peut-être moins bien respecter mon traitement, si je pense que mon traitement a aussi une influence sur ma vie sexuelle. Donc, c'est-à-dire,
c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre santé, la sexualité, et notre vie relationnelle et affective aussi. Alors on nous pose une question, pour avoir une bonne santé sexuelle, il faut combien de rapports par semaine, je sais pas, est-ce que c'est quantitatif? Non, C'est pas alors quantitatif. ça, franchement, non. Et puis, encore une fois, tordre le cou à tous les stéréotypes, tordre le cou à toutes les injonctions médiatiques qui font quand même énormément de mal. Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils peuvent, déjà, parce qu'il faut tenir en compte du corps. Est-ce que ce corps est en capacité d'avoir une sexualité? On s'adapte à ce qu'on peut faire maintenant, et pas avec une espèce de sexualité mythifiée dans les médias, etc. Non, il n'y a pas de normes, si ce n'est aller bien soi-même et se sentir en cohérence. D'accord. On va réagir justement avec Sandra, puisque chaque invité choisit sa musique. On va écouter Madonna avec Music. Pourquoi Madonna? Pourquoi Madonna? Parce que pour les personnes de ma génération, j'ai 44 ans, elle a marqué pour sa longévité, pour le côté femme de spectacle, femme bête de scène, et puis son côté un petit peu insupportable. Elle a cassé pas mal de codes, et puis voilà, je la trouve fascinante. Oui, même elle est allée un petit peu dans le côté sexuel sur scène. Elle a cassé un peu des tabous. Oui, elle a assumé complètement sa sexualité, la nudité, etc. Voire la provocation, la franche provocation. C'est ce personnage-là que je trouve encore fascinant et qui s'accroche aussi encore à l'heure actuelle et qui dénonce le jeunisme à tous les niveaux et qui continue à se battre et à être politiquement incorrect, et ça me fascine. Et Eric, on peut déborder d'une minute. Oui, sans problème. La musique facilite le sexe? Probablement. Vous pouvez pas dire ni oui ni non. J'adore la musique, donc je vais pas. Non, mais la musique en général. La musique en général, oui, ça détend. Est-ce que la cadence fait par rapport à l'acte? Ah ben oui, si tu mets du hard rock. Voilà. Alors, il paraît que Barry White, c'est très bien, je sais pas. Barry White. Ouais, my name is Barry White. C'est vrai qu'il a une voix quand même au départ. Oui, c'est quelque chose qui est très connu, ça. L'effet Barry White. D'accord. Donc ça c'est un conseil qu'on peut donner. Si ça va moins bien, vous prenez un CD ou une clé USB chargée de Barry White. On tamise les lumières, mais on vous demandera tout à l'heure une mise en scène idéale quand on commence à avoir des petits soucis. Alors, on se régale, on danse presque dans les... Pourtant c'est sérieux quand même, on parle de sexe sérieusement. Sandra, on se retrouve dans un instant. On a beaucoup de questions, d'ailleurs les auditeurs, si vous voulez poser quelques questions. Alors certaines, on les a déjà abordées. On nous demande même d'approfondir un petit peu un sujet. Et si vous voulez poser des questions, vous allez donc sur Facebook, vous tapez Top Focus et vous trouverez bien l'apparition. Vous posez votre question, on répondra en direct. Et notre invitée, Sandra Guyader, sexologue, conseillère conjugale. Alors on a des questions qui arrivent. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines on les a abordées. C'est vrai qu'on pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais on a quand même 2 heures avec de la musique. Stop Focus, c'est une histoire. Sandra, c'est la vôtre aujourd'hui, de votre métier, mais c'est aussi de la musique, c'est des rendez-vous. Alors on va aborder un sujet qui est la santé sexuelle. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que nous avons tout dit sur la santé sexuelle? Oui, savoir que la santé sexuelle elle existe à partir du moment où on écoute la plainte des gens, des personnes seules ou des couples, à partir du moment où on parle de vie relationnelle, affective et sexuelle, donc on fait de la santé sexuelle. Donc les conseillers conjugaux en font depuis très très longtemps, et les personnes formées en sexologie, parce que je rappelle que c'est une formation complémentaire, font de la santé sexuelle. Alors, et il y a des textes, comme je disais, l'OMS. Donc on peut être en bonne santé sexuelle ou en mauvaise santé sexuelle, quelque part. Oui. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut venir vous consulter et on va répondre à une question, puisque on a dit que toutes les questions étaient abordées. On nous demande, alors j'ai un peu souri, on m'a dit, quel est le prix de l'expertise? Donc vous faites une expertise de la consultation. Donc alors moi, donc pour la première, donc vous avez vu, les entretiens sont longs, prend beaucoup de temps. Donc la première séance d'accompagnement sexothérapique, c'est 50 €, et le suivi 40 €. Alors c'est remboursé, c'est comme les... Malheureusement non. Donc les médecins sexologues œuvrent à cette prise en charge. Donc déjà pour les médecins sexologues. Ensuite nous on espère pouvoir en bénéficier un jour, parce que réellement c'est très important. Alors ça on l'a dit tout à l'heure, ça a des incidences sur son comportement social. Donc c'est vrai que ça devrait être pris en compte. Alors tout à l'heure j'ai fait une erreur, là-dessus j'ai dit une maladie, c'est peut-être un peu fort. Non, oui. Vous aviez pas tort, et c'est un marqueur intéressant. Il faut savoir qu'un homme qui a une dysfonction sexuelle, ça peut être
un signal d'alarme d'un problème cardiaque, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. D'accord. Donc la dysfonction sexuelle parle aussi d'un souci au niveau du corps. Donc là, il faut absolument intervenir. Et donc moi, j'oriente toujours, à partir du moment où il y a une douleur, à partir du moment où cette dysfonction est là, on va d'abord orienter vers un médecin spécialisé et ensuite on accompagnera le couple et la personne sur sa relation. Mais encore une fois, c'est un marqueur au niveau du corps. Voilà, c'est important ce que vous voulez dire. Oui. Quand vous décelez quelque chose qui ne Oui. fait pas partie de votre métier, votre métier qui est plutôt médical, Oui. vous orientez la personne. C'est un travail pluridisciplinaire. Il ne peut pas se faire sans l'apport des autres professionnels. Alors comment se passe une consultation? On vient chez vous, alors déjà au départ, plusieurs problèmes, le couple s'entend plus, on peut venir en couple, on peut venir seul, à fait. vous les recevez, c'est du dialogue d'abord. Non? C'est un métier d'écoute. Notre formation, c'est l'écoute. Alors là, tout va être pris en compte, c'est-à-dire comment ces personnes sont arrivées jusqu'à moi, qui les oriente, est-ce qu'elles viennent de leur propre chef ou est-ce que c'est le médecin qui les oriente, parce que ça peut arriver aussi. Oui. Donc ça, c'est pas du tout la même démarche, parce que parfois on peut être orienté, ne pas avoir envie de faire ce travail-là. Ensuite, ça va être le questionnement au niveau du corps. Encore une fois, j'y reviens, nous sommes formés pour ça. Interroger le corps, interroger les traitements qui vont avoir une incidence sur la réponse sexuelle. Et ensuite, les conjugopathies, ce qu'on appelle les conjugopathies, voilà, on ne s'entend plus, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de violences, etc. Est-ce que le couple va être en capacité aussi de cheminer ensemble, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui sabote, Ouais. qui n'a pas envie de ce travail-là? On va interroger évidemment le verbal, mais aussi le non-verbal, la posture du corps. Tout va absolument compter, l'intonation. Donc nous sommes très très sensibles à tous ces détails-là. Moi, mon travail va être de les mettre à l'aise, de cheminer avec eux réellement. C'est vraiment un accompagnement, encore une fois, dans l'empathie, dans la bienveillance. Voilà, c'est un métier humaniste. Alors quel est le plus grand danger qui guette un couple? Le plus grand danger qui guette un couple. C'est la routine, on dit que c'est la routine. Oui, bien sûr, il y a la routine, il y a le vieillissement, il y a l'usure, il y a tout un tas de choses. Il y a Internet, il y a le moyen aussi d'avoir Internet, c'est-à-dire? Internet par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux rencontres faciles, par Ouais. rapport, on s'ennuie un peu, donc on va trouver on va essayer de trouver un échappatoire à cet ennui. Ça va être de divorcer vite plutôt Ouais. que d'essayer de travailler justement ces difficultés de couple, parce que la difficulté de couple peut aussi amener à un approfondissement de cette relation et devenir très intéressant quand on aura dépassé cette crise-là. Donc on est en France un peu dans le tout législatif, on va se précipiter à divorcer quand on pourrait peut-être faire un travail qui serait très riche pour ce couple-là. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, j'ai lu ça quelque part sur un article de presse, où vous avez dit, depuis quelques temps, depuis quelques décennies, les femmes veulent l'orgasme, donc parce que jusqu'au 19e siècle, les hommes pénétraient, pour eux c'était presque un sport, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit problème aujourd'hui où les femmes veulent maintenant un orgasme, et l'homme, depuis des millénaires dans ses gènes, il n'a pas été éduqué pour ça, à tel point que quelqu'un qui a commencé à faire des préliminaires qui s'appelait Casanova, sans être un beau garçon, il avait un succès énorme parce qu'il savait un peu. Complètement. Il y a un problème là d'éducation, quoi, en fait. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de est-ce qu'on en parle et comment on en parle aussi de cette sexualité-là. Donc évidemment les modes ont changé. Maintenant, on a besoin de s'épanouir sexuellement. Donc l'intérêt, c'est déjà de s'entendre, c'est de se parler et savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et je pense que ça, c'est très important parce que du coup, on va sortir des modèles préétablis, sortir peut-être de la culture qu'on a reçue, de l'éducation qu'on a reçue, pour être simplement nous-mêmes. Et ça, c'est un cheminement qui est très intéressant à faire. Top Focus, notre invitée Sandra Guyader, je rappelle, sexologue, conseillère conjugale. Alors je tiens à apporter une précision, je vais vous le dire. Il y avait une question, quel était le coût de l'expertise? Donc moi, effectivement, je me suis dit, c'est Sandra notre invitée, donc c'est pas une expertise, c'est une consultation. Mais en fait, l'auditrice, c'était pour l'immobilier. Exactement. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, donc du coup, alors je rappelle que pour l'expertise, donc du côté de l'immobilier, on a bien précisé que c'était gratuit. Vous faites appel à Grèche Immobilier et ils viennent gratuitement. Par contre, la consultation chez Sandra, c'est pas gratuit.
Eh bien non. Voilà, et c'est pas remboursé en plus. Non, mais on y travaille. Mais quand même, ça peut soulager beaucoup de choses. Hein. Problème de la vie, si on est touché justement par un problème. C'est primordial. Alors, on va parler de l'éducation et la sexualité. Alors, on sait parler d'eux ou l'un va avec l'autre, hein? L'un va avec l'autre, et puis en plus on a des textes de loi qui sont très clairs, qui préconisent une éducation à la sexualité, donc 3 fois 2 heures sur chaque classe d'âge. Donc ça fait, voilà, c'est une vraie éducation à la sexualité. Ouais. Malheureusement, les textes de loi ne sont pas appliqués. Donc les infirmières scolaires font un travail formidable, beaucoup d'intervenants. Pour autant, on sait qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité partout, que ces heures-là ne sont pas toujours dévolues à l'éducation à la sexualité puisque ça vient empiéter sur d'autres préventions. Et pour autant, c'est absolument nécessaire, indispensable quand on pense encore une fois aux chiffres, des viols, aux chiffres des cas d'inceste aussi qui peuvent se trouver lorsqu'on fait des séances de prévention et que ça vient à nos oreilles. Ne pas savoir gérer un préservatif, ne pas connaître la contraception, ne pas savoir à qui en parler. Donc toutes ces questions-là sont absolument prépondérantes, ne serait-ce que se poser des questions sur son corps, la transformation de son corps. Voilà, l'essentiel, est-ce qu'on en parle? Parce que là, on parle de loi, on parle de trucs comme ça, mais est-ce qu'on montre aux garçons où se trouvent les zones érogènes, aux femmes, est-ce qu'on leur apprend S'il y avait suffisamment de personnes formées, encore une fois, j'insiste sur le terme il faut être formé à ces questions-là pour pouvoir en parler et pour pouvoir mener des actions de prévention, c'est absolument indispensable. On peut pas s'inventer sur ces questions-là, mais encore une fois, clairement, on manque de moyens, on manque de personnel formé pour avoir une réelle éducation à la sexualité digne de ce nom. Alors, comment vous pouvez expliquer un cas? Je vous mets devant des cas. Quand on discute un petit peu avec des hommes, au café, les repas, etc. Quand ils parlent, quand ils racontent leur vie, c'est tous des tombeurs, des Rocco Siffredi. Et quand on écoute les femmes, on a un gros pourcentage de femmes qui sont déçues. Alors, il y a un problème quelque part. Il y a des hommes qui se prennent pour des surhommes et qui ne le sont pas. C'est quoi le truc là? On a surtout affaire à des gros stéréotypes. C'est-à-dire les garçons, malheureusement, on continue majoritairement à les former avec ce qu'ils entendent, c'est inconscient de leur dire écoute, sois beau, sois fort, tu pleures pas, tu t'as peur de personne, tu es résistant, t'auras aucun problème et tu ne te plains pas. Ça c'est majoritairement ce qu'on a dit longtemps aux garçons, et aux filles on a eu tendance à les surprotéger et à leur dire que elles par contre elles avaient le droit de parler, de se plaindre et de parler de leur affect. Et malheureusement tout ça ce sont des stéréotypes dans lesquels on est enfermé, et c'est pour ça qu'on retrouve ces hommes qui se sentent obligés à chaque fois d'être dans la performance, et ça joue contre eux parce que le jour où ils ont une réelle difficulté, on leur a pas appris qu'ils avaient le droit d'en parler, qu'ils avaient le droit de se plaindre, et on n'a pas appris non plus qu'une femme avait le droit d'assumer son corps, d'assumer sa sexualité, et de la vivre librement. Voilà, donc on arrive d'éducation, on arrive de tout un tas de bagages plus ou moins lourds, et puis ensuite, il faut faire avec. Vous qui avez un peu l'expérience dans votre cabinet, puisque c'est on va parler des femmes. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire ou qu'est-ce qu'elles ont comme soucis ou elles aimeraient que vous leur trouviez des solutions pour certains problèmes? Vous pouvez un peu nous résumer un peu? Alors oui, comme je disais, il y a beaucoup d'absence de désir. Après, il y a aussi beaucoup de méconnaissance au niveau du corps, de savoir comment fonctionne l'autre, comment qu'est-ce qui fait du bien, les zones érogènes. Le point G existe-t-il vraiment? Le point G existe. Bien sûr qu'il existe. Point Grafenberg. Donc je renvoie Grafenberg. Donc c'est le monsieur qui l'a trouvé. Qui l'a identifié. Sur sa femme. Donc à l'intérieur du vagin, etc. Donc c'est un petit endroit. Mais là aussi pareil, si on se focalise que là-dessus, c'est faire l'impasse aussi sur tout le reste du corps qui réagit, qui est aussi sexué et sexuel, mais tout le corps. Donc et ça, il y a une vraie méconnaissance. Des zones érogènes sur le corps de l'homme, lui-même ne connaît pas son corps, donc il va être très focalisé sur la verge, mais il y a aussi tout le reste, il y a la sensualité, il y a toutes ces questions-là qu'on va aborder, et donc on a des planches anatomiques aussi pour pouvoir expliquer, et donc la démarche vraiment de conseil et d'éducation est très importante. Et la France, vous l'avez dit au tout début, on est un peu en retard là-dessus? Oui. Pourtant, on a toujours dit que les Français, c'était le numéro 1 du sexe. Oui, on a cette image romantique aussi, tout ça. Le French kiss, etc. Le French kiss, mais pour autant, en termes d'éducation à la sexualité, vraiment de prise en charge, non, il suffit de regarder les sites internet dévolus à la santé sexuelle que vous trouvez au Canada.
Et puis ils ont des vrais cursus, ils ont des cursus qui partent à partir du bac pour former des sexologues, donc ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Donc voilà, et puis c'est toute une culture à faire. En France, on en parle, voilà, comme vous disiez, beaucoup au bar, mais pour autant, quand on a au bar ou ailleurs, au pub, entre amis, attention, ne nous faites pas passer pour des alcooliques. Non, mais en plus vous avez raison, mais on n'a pas de lieu dédié, malheureusement. Donc ça, c'est important de le rappeler, mais de dire que oui, on peut en parler, et puis on peut en parler avec des gens, des professionnels. La société aujourd'hui qui fait qu'elle engendre pas mal de stress par rapport à la société d'il y a ne serait-ce qu'une vingtaine, trentaine d'années, est-ce que c'est pas facteur aussi justement Complètement. Alors oui, ça c'est évident. Donc ça se trouve aussi. On a des cas comme ça au cabinet où il est bien évident que lorsqu'on a des conditions de travail absolument difficiles, très fatigante, usante, moralement, etc. Il est bien évident que la vie affective et sexuelle va s'en ressentir. Donc là, c'est très très simple. Donc dire déjà à ces personnes, déjà reposez-vous et essayez de trouver des solutions parce que ça impacte directement votre vie relationnelle et sexuelle, bien sûr. L'alimentation, elle a un rôle? Il est bien évident. Quand on parle de gingembre, de tous ces trucs-là, de nourriture épicée. Pourquoi pas, à partir du moment où on a une hygiène de vie qui permet qu'on se sente bien dans son corps. C'est toujours l'idée de se sentir bien dans son corps, de se sentir réveillé, de se sentir à l'aise. Il est bien évident qu'on va investir beaucoup plus sa sexualité. Et que, pareil, si on est dépressif, si mauvaise bouffe, etc., c'est sûr que ça n'arrange pas. Oui, en fait, c'est un tout. C'est une hygiène de vie globale et on prend la personne vraiment dans son entièreté. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Parce que Eric, qui est aussi un chroniqueur, qui viendra parler de la confiance en soi. Eric, c'est quelqu'un Eric Clos, qui vient souvent à la radio. Il nous dit aussi souvent que c'est des facteurs extérieurs qui peuvent pénétrer notre bulle. Et pour la sexualité, c'est la même chose. Donc complètement. Et le regard qu'on porte sur soi aussi, le regard qu'on porte sur son corps, comment on nous a parlé de notre propre corps, quelle image on nous a renvoyé, toutes ces questions-là vont être fondamentales. La première fois, comment s'est passé la première fois, etc. L'idée qu'on a en général de la sexualité, de la sensualité, toutes ces questions vont avoir une influence vraiment sur notre vie personnelle. Et le micro est ouvert. Et l'âge est important. Est-ce que les problèmes arrivent quand on dépasse la cinquantaine ou vous avez des patients qui ont 25, 30 ans Alors, il est bien évident que la réponse sexuelle masculine et féminine va être impactée par le vieillissement. Ça, le corps, ça, c'est une réalité de base. Par contre, pour autant, une personne qui est bien dans sa peau, bien dans sa relation, peut espérer maintenir une sexualité jusqu'au bout, et même il faut l'encourager, puisqu'une personne qui va maintenir cette vie-là sexuelle, va s'en ressentir dans tout le reste de sa vie, comme on le disait. Donc oui, l'âge joue, mais on peut maintenir une sexualité jusqu'au bout. On nous a posé une question au sujet de la femme fontaine, Sandra. Votre choix musical, le deuxième. Alors, This Is Not America, David Bowie ou Pat Metheny's Group. Pourquoi ? Ça a été une grande perte cette année, David Bowie et Prince. Pour ma génération, encore une fois, c'est deux immenses artistes. J'aime beaucoup David Bowie. Et notre invitée, Sandra Guyader, sexologue, conseillère conjugale. Alors, la question, la femme fontaine. D'abord, définition. C'est quoi une femme fontaine ? Sandra. Donc, une femme fontaine, c'est une femme qui, lorsqu'elle arrive à l'orgasme, au lieu d'avoir des sécrétions vaginales, puisque les sécrétions vaginales existent et puis elles sont naturelles et normales, elle va être beaucoup plus mouillée. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de sécrétions qu'on va dire la norme. C'est surtout quelqu'un qui risque de se sentir mal à l'aise dans son corps. Voilà. Là, encore une fois, est-ce qu'on intervient là-dessus ou est-ce qu'on intervient plutôt sur le regard de l'autre ou sur le regard déjà qu'on porte sur soi-même lorsqu'on est une femme fontaine. Parce que là, mais je n'en ai pas rencontré. D'accord, non, mais ça se contrôle pas. Ah non, ça se contrôle pas. Au niveau de l'orgasme, de toute façon, on est complètement relâché, donc on peut pas contrôler ça. Alors, on a d'autres questions. Alors, comment aider son homme à trouver son point G ? Alors, c'est une femme qui nous pose cette question. Déjà, il faudrait s'entendre sur cette question. Qu'est-ce qu'elle entend par point G ? Parce que c'est toujours pareil. Nous, on va procéder par questionnement, parce qu'encore une fois, ça peut recouvrir un tas de choses. Mais il est au même endroit pour toutes les femmes, ce point.
J'aimerais pas être le mari de madame quand même. Hein. Non, moi, je me suis arrêté au point H, donc... Alors, faut s'entendre. Ouais. Est-ce que c'est l'endroit où il y a le plus de plaisir sexuel, etc. Donc déjà, on va rappeler que le corps entier est réagissant. Après, au niveau du corps, bon, mais il y a des endroits. Il y a chez la femme, c'est le clitoris, chez l'homme, c'est la verge. Donc la prostate aussi, puisqu'on le sait. Je pense qu'il y a une question un peu par rapport à ça. On sait que le rapport anal, donc chez les homosexuels, par rapport à cette proximité de la prostate, va apporter énormément de plaisir. Ouais. Mais encore une fois, moi, mon questionnement, ça serait plus pourquoi cette question. Voilà. Parce que on l'a vu dans le film Intouchable, hein, on peut avoir aussi un orgasme au niveau d'autres endroits du corps. Donc encore une fois, ça ne peut pas non, se mais ça, réduire. c'est une légende. Non, je crois pas. Je crois que le cerveau est suffisamment fort pour investir d'autres parties du corps quand justement au niveau génital, on ne ressent plus. Donc c'est au-delà de ça, c'est vraiment se questionner sur soi. Encore une fois, sur notre plaisir à nous. Donc il y a pas de moyen. Il y a pas. On peut pas mettre un GPS pour trouver le point G. C'est ça qui est magnifique, c'est que les personnes doivent se connaître elles-mêmes et doivent faire ce chemin-là vers leur plaisir. Et ça, c'est un très beau chemin. Donc tout ce qu'on lit quand dans des magazines, qu'on nous conseille de mettre les doigts à tel endroit. Non, c'est très utile. Ouais. Non, de toute façon, il vaut mieux en parler plus, selon moi, que moins. D'accord. Mais encore une fois, prenez ce qui va vous servir, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui fait résonance en vous, mais encore une fois, pas de performance, pas de souci de performance. Alors la taille du sexe chez l'homme est importante. C'est une question, ça aussi. Alors, est-ce que le proverbe dit qu'il vaut mieux en avoir une petite qui chatouille qu'une grande qui dort, c'est ça? Je sais plus, hein. C'est ça le truc. C'est à peu près ça. Le sexe féminin s'adapte au sexe masculin. Il faut savoir ça, D'accord. et pas l'inverse. Donc déjà, ça c'est important de le savoir. Encore une fois, c'est la qualité de la relation aussi qui va être importante. Après, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de goût. Ça, encore une fois, il y a pas de normes, mais il faut surtout rassurer les garçons, encore une fois, qui sont. Oui, mais alors après, ça devient la simulation, donc. Non, mais rassurer les garçons qui peuvent avoir cette image comme ça à travers la pornographie, d'être centralisés, focalisés sur la taille du sexe, alors que non, ce n'est pas ce qui apporte. Il n'y a pas que ça dans le plaisir, Alors, heureusement. Pourquoi l'homme s'identifie? C'est une question, ça aussi. Pourquoi l'homme s'identifie-t-il autant à son sexe? Mais parce que ça remonte à la nuit des temps, ce phallus qui a été représenté partout, etc. Mais il y avait aussi le yoni, hein, on oublie de dire qu'il y avait le phallus d'un côté représenté dans des statues, etc. Mais il y avait aussi le sexe féminin qui a longtemps été représenté parce que c'était la fécondité, parce que c'était la force. Ouais. Après voilà. C'est vrai que c'est masculin parce qu'on dit jamais à une femme qu'elle a une petite. Oui. Oui. On est sur des représentations, encore une fois, très caricaturales. Oui. Donc là, il faut absolument un petit peu inverser la tendance et de dire aux garçons, ok, il y a un sexe, mais il y a un cœur qui bat, il y a une psychologie autant complexe que chez une femme, voilà. Et surtout qu'on est à égalité tous les deux pour avoir du plaisir sexuel, on est à égalité pour être bien et pour être dans une relation épanouissante. Et surtout de favoriser le dialogue homme-femme, ça je pense que c'est prépondérant dans la sexualité. Est-ce qu'il y a des positions qui sont plus favorables à d'autres pour atteindre l'orgasme? Ça, encore une fois, alors, vous allez dire, elle est pénible, hein. Mais c'est une question de choix. C'est-à-dire, des personnes, en effet, telle position, elles vont mieux sentir la pénétration, etc. Elles vont préférer cette position-là, tant mieux. Ouais. D'autres hommes, peut-être, ils vont avoir mal au dos, donc ce soir-là, ça va être autrement. Encore une fois, c'est d'être à l'écoute de son corps, vraiment être à l'écoute de ses sensations et de se détendre, de se laisser aller. Du coup, on a un peu tronqué la rubrique vos passions. Hein. Quelles sont vos passions? Vous avez des hobbies Alors, là, on sort du cadre professionnel. Je suis pas très rigolote comme fille parce que j'adore mon travail et constitue ma passion principale. Alors, au-delà de ça, je continue à étudier tous ces champs-là qui me passionnent. Donc, que ce soit la sociologie, que ce soit l'ethnologie, etc. Tout ce qui touche à l'humain, à la relation, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, voilà. Et puis la musique, un peu d'écriture aussi. D'accord. Mais je reste sur ces champs-là. Je peux vous poser une question qui remonte à l'adolescence pour savoir s'il y a un rapport. À l'époque, dans les années 80-90, les adolescents qui avaient un peu d'acné, on disait c'est parce qu'ils se masturbaient trop. C'est vrai ou pas ça? Il y a un rapport? Non, c'est une légende. Ouais, que ça rendait sourd aussi. Hein, oui, que ça rendait sourd. Ouais. Non, voilà, heureusement que la science est passée par là et que on sait que la masturbation est totalement normale, que c'est notre première sexualité, qu'elle fait partie de notre vie et que y a rien de mal à ça.
Donc on a parlé de ce fameux point G. Donc a priori déception chez les auditeurs. Hein. On n'a pas l'itinéraire. Donc prenez à droite, à gauche, légèrement plus haut. Oui. Mais ça c'est comme on l'a dit, c'est chaque femme qui doit. Elle peut guider son homme. Mais il faut que Mais est-ce que la femme, alors moi je rentre dans le allez-y. sujet, est-ce que la femme d'abord elle va se le chercher elle? Est-ce qu'une femme peut se trouver son point G toute seule pour après expliquer à l'homme Ah ben, me paraît plus facile quand même de commencer à explorer son propre corps Ouais. et ensuite de pouvoir partager. Mais il est évident, oui, que connaître son propre corps, c'est déjà important, bien sûr. Voilà, après elle fait un petit dessin, un petit schéma. Non, je plaisante. Hein. Pourquoi pas? Je plaisante. Votre coup de cœur. Alors chaque invité, on reparlera juste pour terminer l'émission un petit peu. On va faire une synthèse de tout ce qu'on a dit. On pourrait faire plusieurs émissions là-dessus, hein, Sandra. Hein. C'est vraiment quelque chose d'immense, comme l'univers, hein, le sexe. Hein. Oui. Infini. Alors Infini. votre coup de cœur. Chaque invité, je lui demande son coup de cœur. C'est votre choix. Ben, en fait, c'est l'actualité un petit peu qui me l'a dicté ces derniers jours. Donc, on a vu que les femmes polonaises ont réussi à faire reculer leur gouvernement qui avait prévu une loi très très restrictive, voire interdire le droit à l'avortement en Pologne. Ouais. Donc, c'est rappeler à quel point ce droit est fondamental, puisque c'est le droit à disposer de son propre corps. C'est quand même quelque chose de très important, et donc de rappeler toutes ces femmes et ces hommes qui se battent à travers le monde pour maintenir ce droit qui est très très important. Et chez nous, Madame Simone Veil, voilà, c'est... Beaucoup de respect. Hein. C'est beaucoup de Chaque fois que je parle avec des professionnels un peu, hein, ils ont vraiment toujours cette pensée pour Simone Veil, parce qu'elle est arrivée à une époque dans une société où on n'en parlait pas trop de ça quand même. Bah, Il disons que faut se recadrer dans les années 70 là. Hein. Alors il y avait elle, c'est une figure emblématique, mais il y a aussi la personne qui a permis la contraception, qu'on accède à la contraception, qu'on Ouais. accède au droit à l'avortement, et ça a été des combats. Et les jeunes générations ont tendance à oublier que ça a été des combats menés de haute lutte, et que c'est important pour la femme et pour l'homme. Et ça, on l'a célébré il y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, hein, chaque fois on en parle. Hein, Oui. ça revient toujours. Oui. Un hommage, quoi. Hein, Oui. un gros combat, hein, parce que bon, Un grand combat, et qui n'est pas terminé. il faut savoir une chose, je faisais des quiz, alors je sais pas si c'est un rapport avec la sexualité, je pense que ça a quelques dizaines d'années où la femme peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Les C'est pas si vieux que ça, quoi. Exactement, C'est exactement. quoi, il y a une cinquantaine d'années Exactement. Le droit de disposer de son propre corps, Ouais. le droit de travailler, de garder son salaire. Mais bien sûr, bien sûr. Et ce sont des aspects historiques qui doivent être rappelés pour savoir d'où on arrive, et que c'est très récent. Pour en revenir à votre métier, donc hein, vous recevez donc des patients hein, qui donc seuls, que ce soit femmes, hommes, couple. La fourchette d'âge, hein, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce qu'ils viennent à 25 ans, mais on n'a pas approfondi la question. J'ai tous les âges. Ouais, tous les âges. Ouais, non, j'ai vraiment tous les âges. Même des jeunes couples Même des jeunes couples, oui. qui préfèrent régler les problèmes tout Oui, de suite plutôt oui. que d'attendre Oui. des années. Hein. Alors ceux-là ont eu information, où ça leur paraît absolument évident Ouais. de venir parler de leurs difficultés pour pouvoir se lancer ensuite dans un projet commun. Alors quand ça va plus dans un couple, allez, on va essayer de donner un conseil. Là. Qu'est-ce que bon, déjà de venir vous voir, mais qu'est-ce qu'après C'est quand il y a la sensation que de toute façon, on a épuisé toutes les solutions, tous les recours, on se sent démuni, on se sent qu'on ne peut plus avancer. Ouais. Donc là, il est intéressant d'essayer de se poser ensemble, de venir vraiment dans ce lieu, cet espace de parole neutre, bienveillant, où on va essayer d'avancer ensemble, soit peut-être pour se quitter, mais Ouais. dans des bonnes conditions, et peut-être pour repartir sur une étape nouvelle et renforcée. tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'ai juste une question. Est-ce que parmi les petits problèmes que peut rencontrer un couple, est-ce que la naissance d'un enfant peut faire que ça crée quelques petits soucis dans le couple? Complètement, puisqu'il faut, on passe de 2 à 3, Ouais. que notre identité va changer. D'un coup, on devient mère, on devient père, on n'a pas le mode d'emploi. C'est pas simple parce qu'on ne dort pas bien la nuit, parce que c'est pas les mêmes horaires, etc. Donc là aussi, pas de panique, il faut s'adapter. Ça prend du temps. Donc la plupart des gens y arrivent très très bien, naturellement, j'allais dire. Mais pour quelques autres couples, ça va être une période très délicate, très problématique, qui va faire ressurgir des fragilités du passé. Et donc là, il faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Voilà, t'as eu ta réponse. J'ai eu ma hein. réponse. Et l'apparence physique est importante de prendre soin de soi quand même, rester toujours sexy, désirable, parce que ça peut aussi engendrer un recul hein, par rapport à. Oui, la Ouais. sexualité est un investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Oui, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui va faire qu'on se sent bien, qu'on se sent désirable, qu'on se sent beau et belle, tout ça, bien évidemment, va concourir. Maintenant, attention à ne pas tomber dans une espèce de dictature de l'apparence, etc. Mais tout ce qui va faire qu'on se sent bien dans son corps, ça peut passer par le yoga, par le sport, etc. Bien évidemment, investir son corps, oui, c'est important. Pour la sexualité. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Hein. Donc c'est très important. Et que l'autre envoie aussi un beau regard aussi. Oui, parce que souvent on dit quand on est amoureux, sa femme c'est la plus belle, son homme c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, etc. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut réagir. Il faut être plutôt honnête et franc, quoi. Ben, tout ça, ça s'entretient en fait. Le regard qu'on porte sur l'autre, le regard qu'on porte sur soi, ça s'entretient. D'aller encore balader ensemble, d'éviter les grosses prises de bec, etc. Tout ça, c'est aussi un travail du quotidien. Pour que la sexualité se passe bien, il faut qu'on soit bien avec l'autre aussi avant. Donc c'est toutes ces questions-là. C'est encore une fois, c'est multifactoriel. Le parfum aussi est important, les odeurs. Pour les gens qui aiment le parfum. Ouais. Ah bon, d'accord. Et oui, on en revient toujours. Attention. On va pas faire de généralité. Non, mais pour quelqu'un qui aime le parfum, oui, et il faut qu'il le dise ou qu'elle le dise. Et puis quelqu'un qui dit, non, moi, les parfums trop forts, moi, ça me bloque, etc. Donc vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sandra, il y a beaucoup de journaux qui veulent faire de la vente, qui sortent des informations comme ci, comme ça. Bon, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui le croient. Moi, j'aimerais bien remettre un petit peu tout ça à plat avec une professionnelle comme vous. C'est pour ça que je tenais à vous recevoir dans l'émission pour qu'on parle de ça, puisque c'est un problème actuel, hein, qu'on le veuille ou non, de plus en plus de problèmes de couple sont justement dépendants de la relation sexuelle entre les deux, quoi. Oui, alors là, je renverrai plutôt à des sites comme Doctissimo qui sont très accessibles. Il y a des dossiers qui sont très intéressants, notamment pour les adolescents. De faire attention aux forums, puisque les forums, il y a un peu de tout et que ça peut être très anxiogène. Voilà, de se tourner vers un médecin, un sexologue lorsqu'il est formé, donc pour le corps. Voilà, il y a des sites très intéressants et très scientifiques. Essayez de voir que ce soit plutôt du domaine médical. Voilà. De vérifier que les informations soient scientifiques et médicales pour avoir l'info, par exemple sur Internet, ça me paraît déjà une bonne chose. Alors on parle depuis le début, beaucoup de couples quand même, mais pensons aux célibataires, les célibataires qui ne veulent pas avoir de relations longues ou sérieuses et qui ont envie d'avoir une sexualité quand même épanouie. Donc ça veut dire en fait c'est multi-rencontre. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir le problème quand on vous consulte ou pas? Quelqu'un qui voudrait avoir des rencontres, on va dire très éphémères, c'est ça? Oui, disons que je n'ose pas dire le. Si, mais dites-le, c'est pas grave. Des plans cul, voilà. Hein, aussi bien je suis coté chez les femmes, parce qu'il y en a aujourd'hui, elles sont libérées. Ça existe. Ouais. Alors là, toujours pareil. C'est assez obsessionnel chez moi, je vais revenir sur est-ce que cette personne en souffre. C'est très différent. Si la personne vous dit, écoutez, moi je vis ça, c'est super, j'ai toujours vécu ça et vraiment je m'épanouis, nous on n'est pas là pour dire la moralité. On est là pour dire la loi, puisqu'il y a un cadre légal qui parle quand même de sexualité en France, mais pour autant on n'est pas là pour dire bien et mal. Si la personne ne souffre pas, qu'elle est heureuse et qu'elle se protège, elle vit sa vie. Et si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Nous, on intervient, on se propose d'intervenir quand la personne souffre du fait qu'elle vit ce comportement-là et qu'elle ne peut pas y mettre fin, ou qu'elle a des difficultés à y mettre fin. Voilà, nous, on se propose d'accompagner quand il y a souffrance. Mais aucunement, on ne se prononce pas. Donc, en gros, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, il n'existe pas de manuel généraliste. Hein. C'est chaque cas est vraiment particulier. Exactement. Hein. Hormis, nous, on se base sur le cadre légal, on a quand même des lois sur la sexualité, mais au-delà de ça, le sexologue n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, il n'est pas là pour faire de la morale, il est là pour accompagner les gens vers leurs désirs, vers ce qu'ils ont envie de vivre, en les respectant profondément dans leur individualité. Alors, vous avez choisi Michael Jackson. Oui. Comme troisième artiste, il y a une raison. Alors c'est sûr, facile, c'est le prince de la pop, le roi de la musique. Non, Michael Jackson pour moi c'est la danse. C'est-à-dire je peux me repasser vraiment des vidéos simplement pour regarder les pas, parce que depuis lui, je n'ai jamais vu une telle perfection dans la danse. Et vraiment à chaque fois ça me fascine. Je me dis comment il a fait ça. Et d'après vous, il avait pas un problème sexuel lui quand même, Michael Jackson? Si il était venu vous consulter, vous auriez dit quoi? Je ne veux pas propager des ragots, donc moi j'en reste sur l'artiste, sur l'immense talent de cet homme.
On n'ira pas plus loin, on saura pas. Sandra, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, on a la fin de la fameux commentaire sur le point G. Moi, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Voilà, notre auditrice dit: je reste persuadée qu'il n'y a personne qui ne sait pas faire l'amour. Donc, d'après elle, tout le monde sait faire l'amour. Vous confirmez? Ou il y a des manches? Est-ce qu'il peut y avoir des manches? Déjà, le plus grand organe de la sexualité, c'est le cerveau. Ouais. Donc, je pense que déjà ça aussi, il faut le rappeler. Le cerveau est très très important dans ça. Ensuite, oui, mais apprendre. Qu'est-ce qu'on entend aussi par faire l'amour? Voilà. Donc, encore une fois, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a son rapport à son propre corps, il y a est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on n'est pas malade, est-ce qu'on suit un traitement, et tout ça, ça va intervenir. Mais il y a aussi des personnes qui sont faites l'une pour l'autre, qui s'accordent mieux. Oui. Ouais. Oui. On peut rencontrer une personne avec laquelle sexuellement c'est fantastique et pour autant on a du mal à vivre avec cette personne et faire des projets avec elle. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas du tout sexuellement et qui pour autant vont vivre ensemble parce que c'est des choix de vie autres. Donc et parfois on a la chance, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a le projet de vie qui colle et la sexualité. Non mais voilà. alors, on pose la question aussi, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment doués ou pas? C'est vrai ou faux? Des gens doués, mais par rapport à qui, à quoi? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des hommes qui savent très bien faire l'amour, d'autres moins? Mais ça dépend encore de quels critères et qu'est-ce qu'on attend de ce rapport sexuel. Est-ce que c'est juste pour se rassurer? Est-ce que c'est juste pour retenir chaud? Est-ce que c'est pour la jouissance? Est-ce que c'est pour une revalorisation de soi? Il y a tellement de choses qui sont impliquées dans le rapport sexuel et dans la relation à l'autre. Encore une fois, c'est du cas par cas. Refusons d'être enfermés vraiment dans des stéréotypes parce que il y a 1000 raisons de faire l'amour. Ouais. Non, mais bon, un homme, homme qui peut être maladroit ou une femme, hein, parce qu'on parle tout le temps de l'homme, hein, mais bon, un des deux partenaires peut être maladroit au début et après ça s'arrange. Ouais. Là, vous avez raison. Oui, il peut y avoir des maladresses et des maladresses qui durent. Donc là, il faut pas hésiter à se réinterroger soi-même et puis de partager avec l'autre aussi, de pas hésiter à verbaliser justement toutes ces choses-là qui sont très importantes. Alors oui, on peut apprendre, comme on disait tout à l'heure, sur le fonctionnement du corps, acquérir un petit peu des notions parce que ça c'est très important et sur soi-même aussi. Mais après être doué, pas doué, là encore une fois, ça renvoie à quelque chose de très scolaire et de très faut pas être égoïste alors. Du coup, il faut pas être égoïste, il faut penser à l'autre. Il faut être à l'écoute de l'autre. Ouais. Il faut être c'est ce savant mélange entre être à l'écoute de ses besoins profonds à soi et d'être en corrélation avec l'autre. Donc c'est tout ce cheminement là, voilà, qui me semble important. Donc on n'aura pas la réponse, hein. C'est vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des gens doués? Malheureusement, c'est pas mathématique. Le corps humain et la psyché, c'est pas mathématique. Bon, ça doit exister, hein, est-ce qu'il y a des cas désespérés, voilà, aussi bien chez la femme que chez l'homme? Non, toujours, il y a toujours un espoir. Non, bien sûr. Il y a un espoir de ce qu'ils ont envie de vivre eux. Alors, on pourrait parler beaucoup plus, donc on va inviter les personnes à aller sur votre site internet. Oui. Voilà, sur votre page Facebook. Oui. Alors la page Facebook, c'est simple, je l'explique, c'est la même chose pour Top Focus. Hein. Vous allez sur Facebook et vous recherchez, vous tapez donc Sandra Guyader, Guida2DEUR. Voilà. On vous demande en ami ou on like. Savoir santé, sexualité.